Cohen, bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes, comme je peux dire, monsieur Afrique des États-Unis parce que vous connaissez très bien l'Afrique subsaharienne, parce que vous avez été assistant du secrétaire d'État aux affaires africaines, ambassadeur américain en Gambie, au Sénégal. Vous maîtrisez en tout cas l'Afrique subsaharienne et vous avez été conseiller de l'un des présidents des États-Unis d'Amérique. Vous avez travaillé au Conseil de sécurité nationale américain et aujourd'hui vous êtes président et CEO de votre organisation qui apporte des conseils aux investisseurs qui veulent aller investir en Afrique. Je vous remercie de bien vouloir nous donner ce temps. Plaisir pour moi. La première question que j'aimerais bien vous poser, c'est celle de savoir, c'est quoi aujourd'hui les intérêts des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo? L'Amérique s'intéresse au Congo parce que c'est un très grand pays, il y a beaucoup de monde. Et en principe, le pays doit être très riche parce qu'il y a beaucoup de minerais qui sont en demande par tout le monde. Parce que, par exemple, le cobalt, qui est très important pour la technologie, pour les téléphones cellulaires, etc. Il n'y a que 2 pays dans le monde qui produisent le cobalt. Ça, c'est la Russie et la République démocratique du Congo. Donc, on a besoin de toutes ces choses-là. Deuxièmement, l'Amérique voudrait voir une réduction de la pauvreté au Congo. Si l'argent arrive à partir de ces ventes, il faut que ce soit dépensé pour aider les peuples dans l'éducation, santé, infrastructure et aussi pour créer le travail pour la population. Et ces intérêts aujourd'hui, est-ce qu'ils sont nouveaux ou ces intérêts ont toujours existé? Ces intérêts ont toujours existé. Pour les États-Unis, le Congo n'était jamais un pays stratégique dans la guerre froide, etc. Sauf une fois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est très intéressant, président Roosevelt a décidé de faire la première bombe nucléaire pour faire la guerre contre l'Allemagne et le Japon. Et on a besoin de l'uranium. Et le seul endroit qui avait l'oxyde de l'uranium, c'était le Congo. Et nous avons acheté ça juste après le déclenchement de la guerre. Et nous avons envoyé des soldats à Kamina pour protéger les mines. Donc, le Congo a joué un grand rôle dans notre victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais depuis, les problèmes stratégiques n'intéressaient pas les États-Unis en ce qui concerne le Congo. Et maintenant, vous pensez que c'est le moment pour les États-Unis de s'intéresser au Congo comme un pays qui a des ressources stratégiques? Bien sûr, comme j'ai dit, il y a le cobalt qui est très important. Il y a aussi un minerai qui s'appelle coltan. Chaque téléphone portable dans le monde a ce minerai-là, le coltan. Ça veut dire columbite tantalum. Ça vient de l'Est du Congo. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une peur aujourd'hui de voir que la Chine et la Russie s'intéressent de plus en plus au Congo et que les États-Unis veulent renforcer sa présence en République démocratique du Congo? Je crois qu'on ne voit pas la Chine et la Russie comme des ennemis au Congo. Mais ils sont quand même concurrents. Ils sont concurrents. Le conseiller auprès du président Trump pour les affaires de sécurité, M. John Bolton, ambassadeur Bolton, que je connais très bien, il a fait un discours il y a 2 mois sur notre politique envers l'Afrique. Pas seulement le Congo, mais envers l'Afrique. Et il a dit que les Chinois sont en train de faire des choses en Afrique qui sont pas bonnes. Ils font de l'infrastructure avec des prêts et les Africains s'endettent beaucoup et ils deviennent des prisonniers des banques chinoises, etc. Donc il dit il faut concurrencer les Chinois avec notre secteur privé. Nous allons, le gouvernement américain va encourager le secteur privé américain d'aller là-bas investir pour concurrencer les Chinois.
Est-ce que je peux comprendre par là, Monsieur Cohen, parce que vous connaissez bien les États-Unis, vous connaissez la stratégie sûrement des États-Unis par rapport aux pays africains, et le sous-secrétaire d'État, quand il recevait le président Tshisekedi ici aux États-Unis d'Amérique, cette année, c'est l'année de la République démocratique du Congo. Pour vous, qu'est-ce que cette phrase voulait dire exactement? C'est-à-dire que le pays en Afrique avec le plus grand potentiel, c'est le Congo. Et en général, l'Afrique, c'est pas nouveau, est derrière les autres continents, surtout Sud-Est asiatique, Amérique latine. En point de vue développement économique, le Congo, l'Afrique en général est assez loin derrière. Donc, pour nous, ce qui compte, c'est que les Africains deviennent riches et ils peuvent acheter nos produits, n'est-ce pas, et ils peuvent nous envoyer leurs produits. D'accord. Mais continuer à soutenir les Africains avec l'aide, avec la charité, le président Trump n'aime pas ça. Il veut que les Africains deviennent riches eux-mêmes. Alors, quand on voit la position des États-Unis d'Amérique des 20 dernières années, je vais peut-être finir par là pour rester sur la stratégie, on a eu l'impression que les États-Unis étaient plutôt plus proches du Rwanda, qui était accusé d'agression à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, cette tendance a changé? Oh, je crois que ça a changé beaucoup, parce que le Rwanda est un pays ami, mais c'est très petit. Le Rwanda a trop de population, donc le Rwanda ne peut pas être viable sans l'aide de l'étranger. Ça va durer infiniment, n'est-ce pas? Tandis que le Congo est un pays avec un très grand potentiel, et donc il faut faire tout pour promouvoir des investissements au Congo. Mais ce n'est peut-être pas l'image que le président Donald Trump donne par rapport à l'Afrique. C'est comme si, lui, l'Afrique ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, il a fait une déclaration pour dire que c'était des pays des merdes. Même si plus tard, il a essayé de se corriger. Et comment, en même temps, on peut concilier ce genre de déclarations avec l'intérêt des États-Unis vis-à-vis des pays africains? Non, je suis pas d'accord. Il faut vous rappeler qu'en 2017, il a envoyé son ambassadeur auprès des Nations Unies, Madame Nikki Haley, en Afrique. Et il a dit il faut aller au Congo parce qu'ils sont en difficulté, parce que il n'y avait pas d'élection, il y avait des délais et tout ça. Et c'est elle qui est allée à Kinshasa le mois de juin 2017. Elle a eu un entretien avec ancien président Kabila pendant 3 heures, tête à tête. Et après, Kabila a dit nous aurons une élection avant la fin de 2018 et moi je ne serai pas candidat. Et c'est elle qui a persuadé Kabila de faire ce qu'il fallait faire. Et c'est Trump qui a envoyé Mme Haley là. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne s'intéressait pas. Vous connaissez l'Afrique. Vous avez vu passer beaucoup de présidents. Dans notre pays, vous avez vu passer Mobutu, Kabila le père, le fils, et aujourd'hui Félix Tshisekedi qui est là. Et quand je vous entends parler du fait que Madame Allé était partie au Congo, c'est elle qui a convaincu Joseph Kabila, et quand on voit comment les choses se passent au Congo, en Afrique aujourd'hui, Monsieur Cohen, est-ce qu'on peut dire que les Africains sont pas capables de résoudre leurs propres problèmes, et qu'il faut que tout le temps, ce soit des puissances étrangères comme les États-Unis pour résoudre leurs propres problèmes? Il y a beaucoup de problèmes en Afrique. Mais je vois du progrès, par exemple, quand je vais au Ghana, quand je vais en Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Botswana, Namibie, ces pays sont en train de faire beaucoup de progrès. Ils ont la bonne gouvernance, l'argent qu'ils gagnent vont dans la trésor, n'est-ce pas? Donc je vois des signes de progrès. Le problème dans beaucoup d'autres pays, je crois qu'il faut le dire, franchement, c'est la corruption. J'ai rencontré un Congolais récemment, il était en retraite de la Banque centrale, je ne vais pas le nommer, et j'ai dit, est-ce que vous touchez votre retraite? Il dit, non, c'est impossible. Il dit, quand j'ai pris ma retraite, le gouverneur m'a donné un grand paquet que j'ai investi, et ça c'est ma pension. Donc, à mon avis, le problème c'est la corruption, et trop d'argent qui est gagné par le pays ne va pas dans le trésor. C'était pas ça ma question. Ma question c'était de savoir si l'Afrique pouvait
Est-ce que les dirigeants africains peuvent rien faire sans la communauté internationale, ou c'est une sorte de dictat que ces pays font justement pour gérer ces pays entre guillemets pauvres? Non, je crois qu'ils sont très capables. Je vois des Africains avec la bonne éducation. Vous savez, ici aux États-Unis, il y a 10 000 médecins nigériens qui travaillent ici comme médecins. Et leur éducation médicale est formidable. Et ils sont tous acceptés aux États-Unis, travaillent dans les hôpitaux, etc. Donc il y a beaucoup d'Africains qui sont très capables, des Congolais, non. Mais le problème, c'est la bonne gouvernance. Il y a des gouvernants, il y a des chefs d'État, etc., qui ne pratiquent pas la bonne gouvernance. C'est ça. S'ils changent, ils pratiquent la bonne gouvernance, ils sont capables de trouver des solutions pour tous les problèmes. Alors, Monsieur Cohen, revenons à ce sujet. Je pense que les gens attendent. C'est sur les élections, les dernières élections en République démocratique du Congo. Ces élections ont fait couler beaucoup d'encre. On se souvient qu'avant la publication des résultats, les États-Unis a menacé quiconque pourrait publier des résultats qui vont à l'encontre des vrais résultats des urnes. Quelques jours après, finalement, c'est Félix Tshisekedi qui est élu président de la République. Alors que la tendance des États-Unis à l'époque soutenait que c'était la vérité venait de l'Église catholique qui a sorti le nom de Martin Fayulu. Et finalement, les États-Unis changent quelques jours après et reconnaissent Félix Tshisekedi comme prend acte de l'élection de Félix Tshisekedi. Comment peut-on expliquer ce revirement de position des États-Unis? Bon, je crois que pour les États-Unis, ce qui compte, c'est le départ de Kabila. Parce qu'il était au pouvoir depuis 2002 et le Congo n'a pas fait de progrès sur le plan économique, la réduction de pauvreté. Et priorité numéro 1, c'était le départ de Kabila. Donc, l'élection de Félix Tshisekedi était bonne. Donc, peu importait à l'époque qui gagne, pourvu que Kabila parte. Ça, c'était le plus important. Aussi, il y avait des arguments, si c'était Tshisekedi, Fayulu, les gens de UTPS, ils avaient des arguments que c'était vraiment Félix Tshisekedi qui a gagné. Et l'Église catholique a dit le contraire. Il faut soutenir Félix Tshisekedi. Il faut affaiblir Kabila. Donc tout le monde est sur la même page. Ça, soutenir Félix. Ça, on est déjà à quelques mois après, hein, c'est 4 mois après. Mais au moment, qu'est-ce qui a poussé les États-Unis à changer sa position? Comme j'ai dit, ce qui comptait pour les États-Unis, c'est un changement de régime, qui a plus de groupe Kabila au pouvoir, qui n'a rien fait pour le peuple, n'est-ce pas? Et nous connaissons Félix Tshisekedi et son père, par exemple. Après la conférence nationale de Mobutu, je crois que c'était 1992, c'est moi qui ai négocié avec Mobutu que Étienne Tshisekedi devienne Premier ministre. Donc j'ai connu Étienne, j'ai connu la famille depuis longtemps, je connais Félix depuis longtemps. Et je crois que c'est un homme de confiance qui peut faire de bonnes choses pour le Congo. Et Washington pense la même chose. Et parce qu'en même temps, si c'était pour que Kabila parte, mais les États-Unis ont quand même sanctionné certaines personnalités, notamment le président de l'ancienne Assemblée nationale, un des juges de la Cour constitutionnelle, le président de la CENI et son vice-président. Pourquoi avoir sanctionné des personnalités d'une institution d'où vient l'actuel président et reconnaître le président? Oui, j'avoue que c'est une contradiction. Ouais, je ne comprends pas non plus. Mais ce qui compte, c'est que le gouvernement des États-Unis soutient Félix Tshisekedi. C'est ça qui compte. Tout le reste, c'est donc la démocratie, c'est pas important. Non, dans ce cas, ce qui compte, c'est le changement de régime. Alors quand on voit la même chose, hein, les États-Unis a eu une réaction très dure vis-à-vis du président Maduro au Venezuela. Les États-Unis ont plutôt supporté l'opposition plutôt que le pouvoir en place, et a menacé, a soutenu clairement. Et pourquoi 2 poids 2 mesures par rapport au Congo? Non, c'est pas 2 poids 2 mesures. Le problème en Venezuela, c'est que
le gouvernement d'abord de Chavez, après de Maduro, est tombé complètement en ruine. Avant, c'était une grande puissance du pétrole, n'est-ce pas? Ils ont nationalisé l'industrie du pétrole, c'est-à-dire le secteur privé est parti, et ils ont commencé à 3 millions de barils par jour et tombé à 500 000. Pourquoi? Ils n'ont pas fait l'entretien, ils n'ont pas géré le pays. Et si 2 millions de gens sont partis comme réfugiés, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Donc c'est une situation tout à fait différente, c'est pas la même chose que le Congo. Le pays est en très grande difficulté et il faut absolument changer le régime là-bas. Mais c'est à quel moment que les États-Unis s'est rendu compte que Joseph Kabila, c'était pas la bonne personne à la tête du pays, parce que on sait que depuis le début, il a toujours bénéficié du soutien des États-Unis. Joseph Kabila proche du Rwanda, comme on le disait, Rwanda proche des États-Unis, donc Joseph Kabila devait être ami aux États-Unis. C'est à quel moment vous pensez que les États-Unis s'est rendu compte qu'il faut en finir avec Joseph Kabila? Oh, je crois que c'est surtout quand président Kabila a commencé à parler de changer la Constitution. Je crois qu'il a dit ça au but de 2015. Il faut un référendum, changer la Constitution, parce que Kagame a fait ça, président de la République du Congo a fait ça, et dit pourquoi pas nous, n'est-ce pas? À ce moment-là, l'Amérique a dit non, pas possible, on n'accepte pas ça. Beaucoup de gens pensent que l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ne voulaient plus de Joseph Kabila, c'est aussi parce qu'il a touché à certains intérêts américains, notamment la révision du code minier, qui peut-être mettait en difficulté certaines entreprises d'origine américaine. Que diriez-vous par rapport à ça? Non, parce qu'il y avait une grande entreprise américaine là-bas, Freeport-McMoRan, qui a travaillé dans le gisement de Tenke-Fungurume. Et moi, j'ai pas visité, mais tout le monde qui a visité a dit que c'était un investissement formidable avec des écoles, avec des maisons pour les ouvriers, etc. Mais à cause de leurs problèmes financiers ailleurs, ils ont vendu ça aux Chinois. Donc il n'y a plus d'intérêt américain dans les mines au Congo. Ça, leur départ était avant le changement du code minier. Et Joseph Kabila, il est parti sans bouger, comme on dit. Il est toujours là aux côtés de Félix Tshisekedi, et les États-Unis soutiennent l'actuel président, Félix Tshisekedi. C'est quoi la stratégie des États-Unis de soutenir quelqu'un, mais qui travaille avec quelqu'un que les États-Unis n'aiment pas? Il y a un petit problème là. Non, je crois que petit à petit, le président Félix Tshisekedi va augmenter son pouvoir, et je crois que d'ici encore un an, Kabila sera complètement effacé. Félix Tshisekedi, qui est arrivé d'ailleurs aux États-Unis, je rappelle qu'il n'a pas été reçu par le président Trump. Il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé là-dessus. C'est quoi la raison pour laquelle le président Trump n'a pas reçu Félix Tshisekedi? Est-ce qu'aujourd'hui, si le président Trump va au Congo et qu'il est reçu par le vice-ministre des Affaires étrangères, est-ce que ce serait pas vu comme une insulte au président américain? Non, c'était pas une insulte parce que d'abord, il n'est pas venu aux États-Unis en visite officielle. Ici aux États-Unis, nous avons un système de visite officielle des chefs d'État. Il y a à peu près 2 par mois, n'est-ce pas? Et avec ça, il y a des déjeuners d'affaires, etc., beaucoup de choses. Mais quand un chef d'État vient ici sans invitation, il est le bienvenu, n'est-ce pas? Et ça dépend de l'emploi du temps. Et au moment de la présence du président Tshisekedi ici, le président Trump était très très occupé avec cette histoire de mur contre le Mexique, n'est-ce pas? Il voyageait sur la frontière, etc. Donc il n'avait pas le temps. Donc c'était pas une insulte. Et il a été reçu à la Maison Blanche quand même par M. Bolton. Donc il faut pas compter ça comme... Je disais juste si c'était l'inverse, est-ce que ce serait vu de la même façon?
Ça dépend du cas, mais on ne peut pas comparer. On peut pas comparer. Président Trump ne voyage pas comme ça sans invitation. Il voyage jamais dans un pays comme ça pour visiter tout seul, n'est-ce pas? J'ai jamais vu ça, un président des États-Unis qui voyage sans invitation. Alors, le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, on sent dans ce qu'il fait, dans ce qu'il veut faire, il est en train de donner un signal de changement, notamment dans le droit de l'homme. Il laisse les opposants s'exprimer librement. Quel est, selon vous, ce qui va l'empêcher de faire ce qu'il doit faire? Beaucoup de gens pensent que c'est Joseph Kabila. Je crois qu'il va petit à petit devenir beaucoup plus fort dans son pouvoir, et c'est surtout, à mon avis, le contrôle de revenus. Kabila avait son homme comme secrétaire général de la GECAMIN, et il y avait un minimum de 70% de l'argent de la GECAMIN qui n'arrivait pas au trésor. Et cet argent était distribué dans les rangs des kabylistes, n'est-ce pas? Je crois que dès que le président Tshisekedi prend contrôle, et je crois que le nouveau premier ministre, ce sera priorité numéro 1, l'argent va passer dans la banque centrale, et donc ce sera possible de faire ce que Kabila n'a jamais fait, c'est-à-dire l'infrastructure, santé, agriculture, etc., éducation pour le peuple. Vous allez voir, d'ici un an, ce sera tout à fait différent. Vous avez dit tout à l'heure que vous connaissez bien la famille Tshisekedi, et si je vous posais la question de savoir, c'est quoi les atouts, selon vous, de Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il est capable de déboulonner, comme il avait dit, le système de Kabila? Je crois, parce qu'il est très honnête, à mon avis. Il pense à faire de bonnes choses pour le peuple. Et je crois qu'il est très sincère. Je ne crois pas qu'il regarde la position du président pour s'enrichir, etc. Et vous vous rappelez que son père était le seul à tenir tête à Mobutu, n'est-ce pas? Mobutu l'a mis en prison, etc. Donc la famille est patriotique pour le Congo et pas pour la famille. Mais en même temps, il y a, je pense, pour quelqu'un qui gêne aux côtés de Félix Tshisekedi, c'est Joseph Kabila. Comment les États-Unis comptent, je ne parlerai pas de s'en débarrasser, mais les séparer? Non, l'Amérique va soutenir Félix Tshisekedi, et c'est Félix Tshisekedi qui va faire le nécessaire. Comment ça? On va l'aider avec chercher des investissements, avec l'aide de la Banque mondiale, etc. Et tout de suite, parlant des investissements, tout de suite quand il est rentré au pays, l'ambassadeur du Congo, des États-Unis au Congo l'a soutenu. Il a accompagné aux États-Unis d'Amérique. Il a rencontré des investisseurs américains. Et aussitôt rentré au pays, l'ambassadeur de la RDC a fait une déclaration pour dire les investisseurs américains ne viendraient pas tant qu'il n'y aura pas parce que la corruption continue en République démocratique du Congo. Comment vous pourriez expliquer ce changement de position? Ça c'est son avis. Je suis sûr que la corruption qui a existé pendant le gouvernement de Kabila ne disparaisse pas tout de suite. Il faut petit à petit que le président trouve des moyens. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut contrôler le GECAMIN, qui est la source de la plus grande pourcentage de revenus. Et être sûr que l'argent de la GECAMIN va dans le trésor, la Banque centrale. Il n'est pas encore arrivé à faire ça, mais ça va pas tarder, à mon avis. Et nous savons que aujourd'hui, l'armée se trouve entre les mains de Joseph Kabila. Et beaucoup pensent que le passage du président Tshisekedi ici, c'était aussi pour demander aux États-Unis d'Amérique de le sécuriser. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Non, je ne peux pas confirmer, je ne suis pas au courant de ça, mais je ne suis pas d'accord. Je crois que l'armée du Congo est loyale au président et pas au Kabila. Je vous assure que s'il a besoin, l'armée est pour Félix Tshisekedi. L'armée est pour le chef. Oui, mais bon, le chef des États, des armées, c'est le président. Les généraux ne vont pas dire
Non, c'est pas notre chef, c'est Kabila. C'est ridicule ça. Vous savez comment, vous savez mieux que moi d'ailleurs, comment les armées fonctionnent en Afrique. Je suis pas d'accord. Je connais des gens qui ont rencontré ces gens-là. Ils sont pas payés. Ils demandent l'argent. Je crois que Félix Tshisekedi va établir un système où l'armée sera bien payée. Ils vont à la banque tous les mois avec leur machine, leur carte. Ils vont tirer l'argent. Ça n'existait pas chez Kabila. Chez Kabila, l'armée n'était pas payée. Ils peuvent pas être loyaux à Kabila. Ils sont loyaux à Félix. Un nouveau Premier ministre qui vient d'arriver, un Premier ministre qui n'est pas un inconnu. Il a travaillé depuis l'époque de Mobutu, Monsieur Sylvestre Ilunga. Il a travaillé avec, il a été vice-ministre plusieurs fois, et aujourd'hui il est nommé Premier ministre. Le choix de Joseph Kabila, ça gêne quand même les États-Unis, ce monsieur? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais à mon avis, il a l'expérience nécessaire, il connaît comment marche le gouvernement, et j'ai confiance qu'il va faire ce qu'il faut faire. Il va pas travailler pour Kabila, il va travailler pour Félix Tshisekedi. C'est Kabila qui l'a choisi, il ne peut pas travailler. Mais c'est Tshisekedi qui l'a nommé. Et il nomme pas quelqu'un qui n'aimait pas, n'est-ce pas? Donc, s'il l'a nommé, c'est-à-dire il a confiance en lui. Et que vous pensez qu'il va plus servir à Félix Tshisekedi que Joseph Kabila? Oh, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Parce que c'est un homme d'expérience. Il sait qu'il faut travailler pour le chef d'État et pas pour quelqu'un qui n'est plus chef d'État. C'est pas un idiot. Moïse Katumbi est rentré au pays. On a l'impression que Moïse Katumbi se trouve dans une position comme celle des États-Unis, qui aime Félix Tshisekedi, mais il y a quelqu'un qui gêne Joseph Kabila. Quel rôle pensez-vous que Moïse Katumbi va jouer dans ce nouveau régime? Moi, j'ai vu Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi avant l'élection. Ils étaient très proches et ils ont dit que nous devons travailler ensemble. C'était une surprise pour moi que pendant la conférence de Genève que Moïse Katumbi a soutenu Fayoulou. Je ne comprenais pas pourquoi, mais il paraît que maintenant ils se sont réunis. Le président Tshisekedi a envoyé un passeport pour lui, l'a invité à retourner, et donc il a effacé les condamnations qu'il a eues sous Kabila. Donc j'ai l'impression qu'ils vont travailler ensemble. Mais comment ils vont travailler ensemble avec Joseph Kabila? Non, il va travailler ensemble avec Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi travaille avec Joseph Kabila. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, petit à petit, ils vont se séparer. Revenez me voir dans un an, vous allez voir que Kabila sera tout à fait effacé. Dans un an, Kabila sera tout à fait effacé. Ben, vous êtes quelqu'un de l'expérience, vous connaissez mieux l'Afrique que moi. Je suis prêt à vous croire, et dans une année, je reviendrai vous voir. Il y a quelque chose dans le milieu de Congolais. On parle de la Belgique qui a toujours une mainmise sur le Congo, parce que la Belgique verrait le Congo comme toujours sa propriété, et que les États-Unis, la France, aucun pays ne peut faire quoi que ce soit au Congo sans passer par la Belgique, ou mieux, sans demander la permission de la Belgique. Est-ce vrai pour les États-Unis? Non, pas du tout, pas du tout. Ce que, comme dit Monsieur l'ambassadeur John Bolton dans son discours, il dit nous cherchons une ambiance pour attirer les investisseurs américains. C'est ça qui compte. Et ils vont essayer avec Félix Tshisekedi de créer cette ambiance, c'est-à-dire éliminer la corruption. Ce que l'investisseur américain cherche surtout, c'est que si j'ai un investisseur, j'ai un contrat, est-ce que je peux aller devant un tribunal pour défendre mon contrat? Et maintenant, on ne peut pas. C'est-à-dire, ce juge-là travaille pour quelqu'un d'autre. C'est ça que les Américains. Donc, nous allons, ou le gouvernement américain va travailler avec le président Tshisekedi pour créer cette ambiance de bonne gouvernance qui va attirer les investisseurs. Et je crois que le président Tshisekedi voudrait faire coopérer avec ça. Alors, ça va ressembler à quoi les prochains jours,
la stratégie américaine sur le Congo? Est-ce que ça va être le renforcement du personnel américain sur place? Je parle de l'ambassade et d'autres intérêts américains. Est-ce que ça va être la multiplication appelons ça dons, des États-Unis, ou ça va être le renforcement d'une présence sécuritaire aux États-Unis? Non, je crois que dès qu'il y a des ministres en place, le gouvernement américain va commencer à travailler. Par exemple, moi, comme homme d'affaires et travaille avec les investisseurs, j'ai un projet pour faire une centrale électrique à Goma, utilisant le gaz méthane dans le lac Kivu. Donc, le gouvernement américain est très positif pour ça. Donc, je vais demander au gouvernement américain d'aider dans la finance de ce projet. Et il y a un consortium de Congolais, des hommes d'affaires congolais à Goma, qui sont en train de discuter ça. Et aussi, il y a un autre barrage sur le Ubangi. Je travaille pour ça. Donc, moi, je suis pas seul. Il y a des autres. Il y a aussi une société qui voudrait faire un système de contrôler l'argent, c'est-à-dire pour donner la possibilité pour le gouvernement, pour le directeur de la Banque centrale, de voir où est l'argent qui sort, où est l'argent qui entre. Donc, il faut moderniser, n'est-ce pas? Donc, c'est dans ces choses-là que vous allez voir le gouvernement des États-Unis en train d'aider. Oui, mais on voit par exemple avec Ebola aujourd'hui, quand il y avait Ebola dans d'autres pays africains, on a vu que les États-Unis s'est complètement investi avec des millions de dollars. Mais les États-Unis apparemment est en train d'hésiter à investir sur la lutte contre Ebola au Congo. Ils ne sont pas très présents. Non, ils sont très présents. Qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là? Il y a le centre de contrôle de maladies d'Atlanta. Ils ont envoyé tout un groupe là-bas. Ils sont là-bas à travailler. Le problème, c'est que, pour une raison que j'ignore, les habitants là-bas ont peur des étrangers. Je suppose à cause des guerres, des milices, etc. Donc, mais les Américains sont présents avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de personnel. Monsieur Cohen, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. En tout cas, un grand merci à vous de nous donner ce temps pour partager avec nous votre vision, votre façon de voir. Mais je voudrais quand même revenir à vous en tant que conseiller des hommes d'affaires qui voudront ou qui veulent aller investir au Congo. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil actuellement? Est-ce qu'ils peuvent être assurés que maintenant c'est le meilleur moment, plus que jamais, d'aller investir en RDC? Je crois que c'est un bon moment parce que le président Tshisekedi est en train de chercher un moyen d'éliminer les problèmes. C'est-à-dire, comme j'ai dit, pour les contrats, pour la corruption. Et il y avait une très bonne expérience avec cette société de mines Freeport-McMoRan à Tenke-Fungurume, et ils étaient très contents là-bas. Et ils étaient bien traités par le gouvernement de Kabila. Mais c'était pas vrai pour tout. Mais je crois que petit à petit, l'ambiance sera améliorée. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste par rapport à l'avenir du Congo? Parce que je connais le président et j'ai beaucoup confiance en lui. Monsieur Herman Cohen, merci.